Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui lundi 8 décembre 2025 et notre cher ami, notre frère est avec nous. Larry C. Johnson est parmi nous. Bienvenue à nouveau, Larry. De qui parles-tu de moi? D'accord, j'accepte tes éloges. C'est très aimable à toi. Larry, je voudrais commencer par la NSS de Trump, la stratégie de sécurité nationale. C'est incroyable de voir à quel point on peut la comparer à celle de l'administration Biden. L'un des points essentiels concernait l'OTAN, la manière dont l'OTAN se renforce. Et en ce moment, on observe une sorte de changement dans la façon dont l'administration Trump perçoit le conflit en Ukraine et par conséquent la situation de l'OTAN. Quelle est ta compréhension des politiques de la nouvelle administration, l'administration Trump? Ce n'est pas tout à fait nouveau, mais en matière de sécurité et autres aspects. Je vais l'exprimer en termes de relations humaines. C'est comme un couple qui est ensemble depuis, oh là là, peut-être 70 ou 80 ans, et dont l'un des partenaires vient d'envoyer une lettre à l'autre, disant en gros, « Je pense qu'on devrait commencer à voir d'autres personnes. » Donc il y a cette lettre écrite, et en gros ils vont divorcer. Maintenant, vont-ils vraiment arrêter de coucher ensemble? Vont-ils vraiment arrêter de se voir? Vont-ils vraiment divorcer? Ce que nous avons avec la stratégie de sécurité nationale, c'est que les États-Unis font, je dirais, un virage à 180 degrés dans la manière dont ils considèrent la Russie et la Chine comme des menaces par rapport aux versions précédentes de la stratégie, celle que Biden a publiée et celle que Trump avait présentée lors de sa première administration vers 2022 ou 2023. Eh bien, les Européens sont en pleine crise. Nous pensions être amis pour toujours. Nous pensions être votre numéro 1. Et vous savez, encore une fois, je souligne le fait qu'ils l'ont mis par écrit. Mais c'est une chose de l'écrire, c'en est une autre de le dire. Que va-t-on faire? Il semble que l'administration Trump soit sincère en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Si vous avez suivi ces derniers jours, il y a eu des commentaires de J.D. Vance et de Don Trump Jr. Eh bien, il a incendié Zelensky comme un sapin de Noël, comme l'illumination du sapin de Noël à New York en flamme totale. Cela n'augure rien de bon. Tu parles de Doha, ce qu'il a dit à Doha. Exactement. Vous savez, je dis toujours ça en plaisantant. Quand ils disent « oui, ils ont publié la stratégie de sécurité nationale », on répond « on a une stratégie ». Je ne pensais même pas qu'on savait épeler ce mot. Donc, le cœur du changement maintenant, c'est que ce sera l'Amérique d'abord et que nous allons contrôler notre hémisphère. Le vrai problème avec cette stratégie de sécurité nationale, c'est qu'elle repose encore sur des hypothèses concernant un monde en train de disparaître. Un monde qui n'existe plus et qui n'existera plus dans 4 ou 5 ans. Ce monde-là, c'est celui où les États-Unis sont la puissance économique dominante et peuvent dicter à tout le monde ce qu'il faut faire. Le rôle de leader des États-Unis est en train de s'évaporer. Et la partie la plus intéressante, c'est que l'Europe a réellement dominé l'histoire au cours des 400 dernières années. Même si nous vivons en Occident, les grands événements des 400 dernières années ont en réalité été dictés par l'Europe. Qu'il s'agisse de la colonisation de l'Afrique, de la subjugation de la Chine et de l'Inde par la Grande-Bretagne, ou encore des guerres même de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ces immenses conflagrations humaines, ces sacrifices humains à une échelle massive. Le pouvoir du dollar, l'ascension du dollar, tout cela touche à sa fin. Cela va changer. Et c'est un changement équivalent à un séisme colossal. Cela ébranle tout. Ainsi, la stratégie de sécurité nationale, à mon avis, est un pas dans la bonne direction pour reconnaître que, oui, le monde change, mais il y a encore du déni. Ils n'ont pas encore pleinement accepté le fait que notre position centrale dans le monde est en train de s'effriter.
Je me souviens de l'un des points principaux de la stratégie de sécurité nationale de l'administration Biden à l'époque. Il parlait d'autocratie et de démocratie. Eux, ce sont l'autocratie. Nous, la démocratie. Et nous devons les vaincre. Ouais. Penses-tu que c'est encore le noyau dur ou est-ce toujours la base de ce qui se passe aux États-Unis? L'idéologie. Je vois moins d'idéologie dans l'administration Trump, d'ailleurs, Larry. C'est plutôt, tu sais, ils comprennent comment le monde évolue en termes d'économie, de puissance, de production, d'énergie, tout cela. Mais nous n'avons pas vu grand-chose de ce côté-là dans l'administration Biden. Ils se sont surtout concentrés sur l'idéologie des États-Unis, à savoir la démocratie contre l'autocratie, ce qui est à peu près la même chose que ce qui se passe actuellement des Européens. Eh bien, Well, what you had previously was the power of the Ce que nous avions auparavant, c'était le pouvoir des néoconservateurs, tous deux porteurs de l'idée que les États-Unis pouvaient diriger le monde. Vous savez que nous pouvions fixer les règles et que le reste du monde devait suivre, bon sang, associé à une politique centrée sur Israël. Je veux dire, on le voit encore aujourd'hui, mon Dieu, surtout en Allemagne. C'est pour moi stupéfiant de voir, vous savez, Friedrich Merz se rapprocher de Bibi Netanyahou. Mais encore une fois, il y a eu un tournant avec Trump, sa revendication d'être America First. Et encore une fois, cela sonne bien sur le terrain de campagne, mais comment cela se traduit-il en action? Les actions que Trump a entreprises jusqu'à présent ont en réalité été préjudiciables à America First. Sur le plan de la politique étrangère, il a subordonné America First à Israel First. America First to Israel First. And that has created a backlash in the United States. Et cela a provoqué une réaction aux États-Unis. Elle est réelle, avec une opposition croissante à cette idée. Sur le plan économique, lorsqu'il a décidé d'imposer des droits de douane, encore une fois, en essayant, vous savez, et je suis d'accord avec son objectif général déclaré, il faut relocaliser la base industrielle des États-Unis. Au lieu de permettre aux entreprises, ou plutôt, au lieu de maintenir ce système que nous avons mis en place, où les entreprises sont incitées à générer des rendements pour leurs actionnaires, elles prendront une usine de fabrication, disons à Waterloo, dans l'Iowa, et la déplaceront au Mexique. Et lorsqu'elles font cela, les Américains qui travaillaient dans cette usine se retrouvent au chômage. Je comprends donc que Trump veuille rapatrier cela aux États-Unis afin que nous n'ayons plus à dépendre de la Chine, ni de la Russie, ni du Japon pour la production d'acier. Nous le faisons nous-mêmes, de sorte qu'il y a certaines technologies clés pour la production industrielle que nous conservons ici. Mais l'approche tarifaire de Trump ne produit pas nécessairement ce résultat. En réalité, elle met en évidence la faiblesse de l'économie américaine et les limites de notre influence actuelle. J'ai mentionné cette publicité des années 1970. C'était une publicité pour un investissement. Il y avait une entreprise appelée E.F. Hutton et elle essayait de développer son activité autour de l'idée « Apportez-nous votre argent et nous vous aiderons à l'investir et à vous enrichir ». Bring us your money and we'll help you invest it and you grow rich. Anyway, the commercial went like this. Bref, la publicité se passait comme ça. Il y avait plein de gens qui parlaient, une grande pièce pleine de brouhaha, puis la caméra se concentrait sur deux personnes en train de discuter. Ça pouvait être deux hommes, deux femmes, ou un homme et une femme. Et l'un disait, « Eh bien, E.F. Hutton dit... » Et tout le monde s'arrêtait de parler et faisait, « Ah, quoi, qu'est-ce qu'ils disent ?» C'était ça autrefois les États-Unis. Tu sais, chaque fois qu'on parlait, tout le monde s'arrêtait pour écouter. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que font ces Américains? Aujourd'hui, certains pays traitent l'Amérique comme l'oncle un peu fou qu'on invite pour le dîner de fête. Tu vois, c'est du genre, le voilà, on va le mettre à une autre table qui nous laisse tranquilles.
India, China in particular, Russia, L'Inde, la Chine en particulier, la Russie, l'Iran, le Vietnam, tous ces pays aujourd'hui, même le Brésil, cherchent à sortir du réseau de contrôle des États-Unis. Ils souhaitent toujours entretenir des relations avec les États-Unis, mais ils en ont assez d'être intimidés. Et c'est devenu, vous savez, la politique américaine, l'intimidation. Et oui, c'est une chose d'être le tyran quand on détient réellement le pouvoir et que les autres ne peuvent pas riposter. Mais les États-Unis découvrent qu'ils peuvent riposter. Je veux dire, regardez la rhétorique à propos de l'Inde. Oui, nous allons vous couper. Nous allons nuire à la Russie. Nous n'allons pas laisser l'Inde acheter plus de pétrole à la Russie. Nous allons vous sanctionner. Qu'a fait l'Inde? Ils achètent toujours le pétrole. Ils n'ont pas arrêté. La Chine n'a pas arrêté, malgré les affirmations occidentales selon lesquelles elle l'aurait fait. Ce n'est tout simplement pas vrai. C'est donc la fin de la domination américaine. L'Amérique ne va pas disparaître, mais elle va devoir s'adapter à un nouveau rôle, celui de, vous savez, peut-être essayer simplement de s'entendre avec les autres au lieu de les envahir. Vous voyez, cette sorte de danse kabuki actuelle avec le Venezuela est peut-être une sorte d'épitaphe du siècle américain. La fin de l'hégémonie américaine sera illustrée par ce qui se passe. Vous savez, nous continuons à menacer le Venezuela, mais c'est assez problématique. Et nous en avons déjà eu un avant-goût, une sorte d'ombre de ce qui allait venir, avec ce qui s'est passé en mer Rouge. Tu sais, j'ai fait, bon, c'est un peu une digression, mais j'ai fait un débat avec Grok et avec DeepSeek. Et le débat avec Grok était vraiment intéressant à propos de ce qui s'est passé en mer Rouge. Mon Dieu, on aurait dit que je parlais à un néoconservateur complètement fou. Et Grok disait, oh non, non, les États-Unis n'ont pas perdu. Oh là là, on leur a bien montré à ces outils. Et moi je répondais, attends, les Houthis ont bloqué tout le trafic maritime vers Israël et c'est toujours bloqué, non? Eh bien oui, mais c'est comme, d'accord, parce que tout a commencé quand je posais des questions sur la vision de l'armée russe. Oh, la Russie n'est pas si forte parce que les États-Unis ont 11 porte-avions. Ah! Ouais. Comment cette puissance issue d'un porte-avions s'est-elle vraiment illustrée en mer Rouge, hein? Est-ce qu'on a forcé les Houthis à se mettre à genoux? Non. Est-ce qu'on a rouvert la mer Rouge? Non. Est-ce qu'on a eu une peur bleue qu'il coule l'un de nos porte-avions avec ce qu'on décrivait comme des missiles hypersoniques? Tu paries que oui. Terrifié. Donc tout le modèle que les États-Unis ont construit, cette capacité de défense fondée sur le porte-avions, franchement, c'est comme dire, ouais, on a une cavalerie mobile. Ah, tu veux dire des chars? Non, 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 on a des chevaux. Ouais, ça ne fait pas le poids face à la mitrailleuse. Voilà où on en est. On est dans une période de transition. Désolé pour le long monologue. Tu as mentionné DeepSeek, Larry. J'ai trouvé DeepSeek un peu différent de Grok et de ChatGPT. Pas énormément, juste un peu. C'était incroyable. J'étais un peu surpris de voir comment ces moteurs semblent se coordonner. Eh bien, pas tellement les moteurs se coordonnent, la façon dont les algorithmes sont conçus. Donc si... Mais on pourrait penser que l'algorithme en Chine devait d'une certaine manière différent de Grok. Eh bien, disons que tu as 4 paniers d'épices. Tu as un panier de poivre noir, un panier de sel et un panier de piment rouge. Disons simplement 3. Si ton algorithme dit « va recueillir ces informations » et que tu prélèves principalement dans le panier de piment rouge, que tu ne prends qu'une pincée dans le panier de sel et rien dans celui de poivre noir, vas-tu vraiment être surpris si le résultat a le goût des piments rouges? C'est exactement ce qui se passe.
So that's exactly what's going on. What they do is, I initially had Ce qu'ils font, c'est que, vous savez, au départ, j'avais supposé et espéré que ces moteurs allaient réellement, grâce à leur puissance impressionnante, lire et traiter ce qui est écrit en Russie, en Chine, en Iran, ainsi que dans les médias occidentaux, puis rassembler tout cela afin d'obtenir une vision plus complète. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Je vais vous donner un exemple. Samedi, le Financial Times a publié cet article de propagande sur la mauvaise santé de l'économie russe. Il a été rédigé par une femme, Nina Rebikova, je crois que c'est son nom. Elle vient de Lettonie et c'est une économiste reconnue. Mais bon sang, elle disait des choses complètement folles. Mais ça circule, c'est publié. Et puis il y a eu un article diffusé par l'Ukraine qui reprenait exactement ce qu'elle disait. D'accord, donc ces deux articles sont là. Alors si tu demandes à Grok, DeepSeek ou à n'importe qui, « Hey, comment va l'économie russe ?» Ils vont tomber sur ces articles et les mettre en avant. Et comme les médias occidentaux n'autorisent pas les récits concurrents, n'autorisent pas les réfutations comme celles que j'ai écrites, les moteurs de recherche et les agents d'IA ne les prennent pas en compte. Ils ne font donc que répéter et régurgiter cette vision propagandiste, faussant le système. C'est ce qui rend l'IA si dangereuse. Elle devient simplement un autre mégaphone pour répéter la propagande occidentale. Larry, aujourd'hui, il y a une réunion au Royaume-Uni. Tous ces Européens se rassemblent pour discuter de la situation en Ukraine. Il semble que le principal sujet à aborder soit les avoirs russes. Et ils veulent utiliser ces avoirs pour, ils parlent de prêts de réparation à accorder à l'Ukraine. Ce qui m'a étonné et d'une certaine manière surpris, c'est que la Pologne n'ait pas été invitée à la réunion. Oui, je veux dire, c'est essentiellement l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et Zelensky. Exactement. Penses-tu que l'Europe comprenne vraiment que l'administration Trump s'éloigne de l'Ukraine? Parce que si tu regardes ce que son fils a dit à Doha, il a mentionné que Donald Trump ne s'intéresse plus à l'Ukraine. Les États-Unis se concentrent sur une stratégie de sécurité internationale et ils parlent de faire reposer tout le fardeau sur les épaules des Européens s'ils veulent poursuivre la guerre. Ouais. Quel est l'objectif principal des Européens aujourd'hui? Est-ce de poursuivre le conflit ou d'aider à façonner l'avenir de l'Ukraine? Peut-être de coopérer avec les Russes? Une certaine possibilité de coopération entre les deux parties. Sont-ils capables de prendre du recul ou d'une manière ou d'une autre de se retirer et de travailler avec la Russie pour aider l'Ukraine? Probablement pas, du moins avec ce groupe actuel de dirigeants. Il y a, disons, les quatre, Zelensky, Merz, Starmer, Macron. Ils sont tombés dans un puits profond. Le puits est sec au fond et ils lèvent les yeux, essayant de comprendre, bon sang, comment on sort d'ici. Et il n'y a vraiment aucune issue. L'idée selon laquelle, d'accord, on va simplement saisir et commencer à dépenser les 300 milliards de dollars de la Russie. Vous avez la Belgique qui dit « Non, 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 attendez une seconde, vous ne pouvez pas faire ça. » Parce que s'ils essaient de le faire, la Belgique se retrouve engagée économiquement. Ils ont signé un accord de traité avec la Russie. En vertu de cet accord de traité, ce type d'action déclencherait un effort de médiation. Et selon le droit international et tout le reste, la Belgique perdrait. Ensuite, la Russie saisirait des actifs en réponse. Les Russes ont clairement indiqué qu'un certain nombre de banques et d'entreprises européennes possèdent des actifs en Russie. Jusqu'à présent, la Russie les a laissés tranquilles. Mais ils ont également précisé que si l'Europe empruntait cette voie, ce serait comme déclencher une frappe nucléaire.
la Russie riposterait de toutes ses forces. Ce qui est fascinant et que j'ai appris ces derniers jours, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie détenait des actifs en Belgique, dans le cadre d'un arrangement similaire. Under a similar sort of arrangement. And the West never touched those. Et l'Occident n'y a jamais touché. Ils les ont laissés tranquilles pendant la Seconde Guerre mondiale, et je vous garantis que ce qui se passait à l'époque était bien plus intense que ce qui se passe aujourd'hui. Cela montre donc simplement qu'il s'agit d'une réaction paniquée. Malgré tout le discours optimiste du genre « Oh, l'Ukraine gagne, la Russie perd, l'économie russe s'effondre », toutes ces absurdités, ils savent au fond d'eux qu'ils sont en difficulté et qu'ils essayent de trouver un moyen de s'en sortir. Et vous savez, c'est comme si le Titanic coulait et qu'il était temps de se diriger vers les canaux de sauvetage. Mais il n'y a pas assez de canaux. Vous avez mentionné qu'avec les dirigeants européens actuels, il serait presque impossible de travailler avec les Russes. Mais combien de temps faudra-t-il à l'Europe pour le comprendre? Car si l'on regarde les États-Unis aujourd'hui et qu'on les compare à la période avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on constate une sorte de changement radical dans leur manière de voir la Russie. Ils dialoguent avec la Russie. L'Europe, elle, n'en est plus là. Eh bien, soyons clairs. Est-ce idéologique, Larry? Est-ce idéologique? Est-ce quelque chose dont ils pensent tirer profit à long terme? Je parle de la direction, pas du peuple européen. Eh bien, comme vous le soulignez, c'est le cas. Cette génération actuelle de dirigeants en Europe, pour la plupart, est tellement déconnectée de la réalité et enfermée dans des fantasmes que les chances de réconciliation ou même de dialogue avec les Russes, avec Poutine ou les différents diplomates, sont hors de question. Il y a Orban et Fico, donc vous savez, eux sont sains d'esprit et rationnels. Mais comme nous l'avons vu l'autre jour avec l'UE, avec à la fois von der Leyen et Kaja Kallas, ils parlent d'imposer davantage de sanctions à la Russie et de s'assurer que nous n'achetions plus leur pétrole et leur gaz méchants et bon marché. Nous voulons payer des prix plus élevés. Vous allez dire, vous êtes fous. Franchement, c'est simplement être complètement déconnecté de la réalité. C'est là qu'ils en sont. Il va donc falloir un bouleversement politique du côté européen. Je pense qu'il y a, comme vous l'avez suggéré, une majorité d'Européens qui ne veulent pas entrer en guerre avec la Russie. Ce serait insensé. Ce à quoi nous assistons, c'est donc à une poursuite du chaos économique et politique en Europe. Ouais, voici ce que Donald Trump a dit à propos de Zelensky. Nous avons donc parlé au président Poutine et nous avons parlé aux dirigeants ukrainiens, y compris au président Zelensky. Je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. C'était il y a quelques heures. Son peuple l'adore et la Russie est d'accord avec. La Russie, vous savez, la Russie, je suppose, préférerait avoir tout le pays quand on y pense. Mais je crois que la Russie est d'accord avec. Je ne suis simplement pas sûr que Zelensky le soit. Son peuple l'adore, mais lui ne l'a pas lu. Alors un jour, il faudra que tu m'expliques ça, Jeff. Larry, il dit que Zelensky ne l'a pas lu. Mais c'est quoi 28 points? Ce n'est pas tant de lecture que ça. Eh bien, je pense que ce que Trump veut faire comprendre ici, la manière dont il va présenter les choses, c'est que l'accord que la Russie acceptera consiste à reconnaître quel est le pouvoir légitime sur la Crimée, Zaporizhia, Kherson, Donetsk et Luhansk. Et la façon dont Trump va le formuler sera « Nous avons obtenu que la Russie accepte de ne pas prendre toute l'Ukraine. À la place, nous avons réussi à les faire se contenter de ces 5 territoires. » Voilà. Je pense
comment il essaiera de le vendre. Et l'Ukraine, de son côté, n'acceptera pas cela, mais elle n'aura pas son mot à dire. C'est comme si vous organisiez un dîner buffet. Tout le monde est censé apporter quelque chose à manger. L'Ukraine, non seulement n'apporte rien, mais elle n'a rien à apporter. Et elle n'a pas d'argent pour acheter quoi que ce soit à apporter. Elle sera mise à l'écart. Elle est en train de perdre militairement, et son économie est tout simplement en ruine. Alors vous savez, nous la regardons mourir. Maintenant, est-ce que cela prendra 1 mois, 3 mois, 6 mois? Quiconque a travaillé dans le domaine médical sait qu'il y a des personnes à qui l'on diagnostique une maladie mortelle, disons un cancer, et à qui l'on dit « il vous reste tant de temps à vivre ». Parfois, elles meurent le lendemain. D'autres fois, elles vivent 4 ou 5 ans de plus que prévu. Qui peut le dire? Mais elles ont la maladie, et la mort est certaine. Et c'est ce qui est certain pour l'Ukraine. Il n'y a absolument aucun moyen pour que l'Ukraine survive. Ou disons-le autrement, la part de l'Ukraine qui survivra en tant qu'entité politique et économique dépendra du moment où elle retrouvera enfin la raison et tentera de négocier avec la Russie. Aux conditions de la Russie. Vous savez, les gens disent, eh bien, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les négociations. Chaque partie doit avoir son mot à dire. Non, pas quand on est en train d'écraser l'autre camp, ce qui est exactement ce qui se passe. La rapidité de l'avancée russe au cours de la dernière semaine a vraiment choqué beaucoup de gens en Occident, ce qui, encore une fois, explique pourquoi nous commençons à voir ce déferlement soudain de propagande. Maintenant, il se concentre sur des histoires à propos de la mauvaise santé de l'économie russe. La raison pour laquelle il diffuse ces récits, c'est pour dire, vous voyez, si nous attendons encore un peu, ils vont s'effondrer et nous gagnerons. Alors tenez bon. Mais tout ce que vous faites maintenant, c'est mettre plus d'argent dans une cause perdue. Donald Trump a dit que ces gens, il parle des gens de Zelensky, aiment le plan. Il essaie de tracer une ligne entre Zelensky, les personnes qui travaillent avec Zelensky, et Zelensky lui-même. De qui parle-t-il exactement? Parle-t-il d'Umarov? Je ne sais pas. Non, je pense qu'il s'agit de personnes imaginaires qui vivent dans son esprit. Vous savez, peut-être qu'il parle de Klitschko, peut-être qu'il parle de Zaloujny. Les alternatives, non. Ce que je pense qu'il se passe, en partie, c'est que la communauté du renseignement des États-Unis travaille maintenant en coulisses pour essayer de déterminer, d'accord, quel est le prochain Ukrainien acceptable que nous pouvons placer au pouvoir. Vous vous souvenez de l'appel téléphonique intercepté entre Victoria Nuland et Jeffrey Piat, l'ambassadeur américain en Ukraine. Vous savez, ils étaient là à décider. Et celui-là, non, c'est un idiot. Non, c'est un imbécile. Oh, celui-là, on le veut, on peut le manipuler à fond. C'est ce qui se passe en coulisses. Il se passe beaucoup de choses. Oui, je te garantis que c'est exactement ce qui se passe en coulisses en ce moment. Donc quand Trump dit « Oh oui, les autres aiment ça », ce sont ces autres-là dont il parle. Mais je ne pense pas que ces gens-là fassent partie du cercle rapproché de Zelensky. Tu pourrais toutefois trouver quelqu'un qui en faisait partie auparavant. Quelqu'un qui veut vraiment sauver sa peau et cherche à conclure un accord avec l'Occident pour pouvoir survivre et garder son argent. Mais cette fois, Larry, tu te souviens de ce que Victoria Nuland a dit lors de cet appel téléphonique? Elle a dit qu'ils aillent se faire voir, les Européens. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Les Européens ont beaucoup plus d'influence en Ukraine, plus que les États-Unis. Que veux-tu dire? Ils ont plus de levier. Parce qu'il me semble que précisément, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, eux,
ils en ont beaucoup. Vous savez, regardez leurs forces à Odessa, par exemple, les renseignements qu'ils obtiennent des Ukrainiens, à quel point ils sont liés à l'administration Zelensky. On ne voit pas ce genre de lien entre l'administration Trump et l'administration Zelensky. C'est différent. En apparence, rhétoriquement, de la part de Trump, non. Mais je n'exclurai pas un soutien continu de la CIA à travers Budanov à l'Ukraine. Nous n'avons pas complètement abandonné. Si Trump était vraiment sérieux à l'idée d'y mettre fin, il lui suffirait de dire à l'Ukraine « Très bien, plus d'argent, plus de renseignements, et j'ordonne à la CIA de retirer son personnel. » Cela marquerait une fin très très rapide pour l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas les moyens, et l'Europe non plus. L'Europe n'a pas l'argent. L'Europe n'a pas la capacité industrielle. Tout ce que l'Europe a, ce sont des paroles. All Europe has is a bunch of words. Mais après tout, nous savons que Trump déteste être du côté des perdants. C'est pourquoi, chaque fois qu'il parle de la guerre en Ukraine, il dit « C'est la guerre de Biden, pas la mienne ». Il me semble que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il est encore impliqué dans le conflit en Ukraine. Parce que, d'une manière ou d'une autre, l'administration, l'establishment, lui a dit que s'il quittait l'Ukraine, la défaite serait imputée à Donald Trump et à personne d'autre en Europe. Donald Trump est un mauvais parent d'accueil. Vous savez, les parents d'accueil s'occupent d'enfants nés d'autres mères et pères. Et donc maintenant, ils deviennent la mère ou le père de substitution. C'est pourquoi je dis que c'est un mauvais parent d'accueil. Tu as cet enfant qui vit avec toi. Tu dois le nourrir, l'habiller, l'éduquer, le soutenir. Et chaque jour, tu dis aux gens, ce n'est pas mon enfant. Cet enfant appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma guerre, c'est la guerre de Joe Biden. Eh bien, tu peux le dire, mais l'enfant vit avec toi. Il ne vit pas avec eux. Exactement. Donc tu sais, tu peux faire semblant toute la journée que cela appartient à Joe Biden. Cela ne change pas le fait que ce bébé vive avec toi maintenant et qu'il t'appartienne. C'est l'un des dilemmes auxquels Trump est confronté. Il est encore un peu dans le déni, mais on commence à voir un certain mouvement. Kellogg est mis de côté, Don Jr. s'exprime lors de la réunion de l'OHA, et J.D. Vance a de nouveau été très dur avec les Européens. Donc je pense que l'équipe Trump commence à se repositionner. Et une chose qui peut motiver cela, c'est qu'ils regardent les sondages et se rendent compte que la stratégie actuelle de Trump lui nuit. Je ne les aide pas. Voici ce qu'un Jr. a dit à Doha, Larry. J'étais à Monaco cet été avec ma magnifique petite amie Bettina. Nous roulions dans les environs et un jour ordinaire, environ 50% des supercars, les Bugatti, les Ferrari, toutes, avaient des plaques ukrainiennes. Pensons-nous vraiment que cette richesse a été gagnée en Ukraine? J'étais allé en Ukraine il y a 20 ans. Ce n'était pas comme s'il y avait beaucoup de richesse là-bas. Et pourtant, on voit le numéro 2 se faire arrêter pour avoir volé des centaines de millions de dollars. On entend toutes les rumeurs sur ce qui se passe. Quand je vois toutes les plaques d'immatriculation de supercars à Monaco être ukrainiennes, cela me dit que les riches ont fui. Ils ont laissé ce qu'ils considéraient comme la classe paysanne faire la guerre. Il n'y avait aucune incitation à arrêter, car tant que l'argent continuait d'affluer et qu'ils en détournaient une partie, personne ne contrôlait rien. Les dirigeants, les décideurs, ils n'avaient aucune raison de faire la paix. Pas différent de Poutine. Ce n'étaient pas les fils des oligarques qui combattaient. Je pense que ça montre comment chaque guerre est Larry. Chaque guerre est corrompue. Et comment ces personnes, à travers le monde, qui plaident pour davantage, pour la poursuite de la guerre, tirent profit de ce qui se passe, de cette misère qui se déroule en Ukraine.
Et la guerre est une grande opportunité financière. Des fortunes se font. Et tant que tu n'es pas celui qui subit la violence, mon garçon, c'est une sacrée bonne affaire. Donc, tu vois, cette déclaration de Trump Jr., c'est un signal. Je veux dire, il ne va pas dire ça sans en avoir parlé à son père. Il se positionne pour se débarrasser de Zelensky. Et Zelensky essaie de voir s'il peut conclure un accord, et si les Européens peuvent le sauver. Mais tu sais, les Européens n'ont pas la puissance militaire. Vous savez, comme nous l'avons mentionné dans l'émission de vendredi, ou peut-être il y a une semaine, les armées allemandes, françaises et britanniques réunies comptent moins de 500 000 soldats. Et pourtant, l'une des propositions en 28 points qu'ils défendaient visait à porter l'armée ukrainienne à 800 000 hommes. Les Ukrainiens ont quoi? Environ 19 millions d'habitants restants dans le pays. Ils n'ont tout simplement pas les ressources humaines nécessaires. Donc tout cela relève d'une posture désespérée, à mon avis. La réalité finira bien par s'imposer un jour, et ils reconnaîtront qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire. Ce n'est pas comme s'il suffisait d'augmenter la production d'un système de défense aérienne en Occident pour pouvoir en livrer suffisamment à l'Ukraine et que tout irait bien. Ce n'est pas acceptable. Ils refusent simplement d'admettre que la Russie a désormais mobilisé plus d'1,5 million d'hommes. Enfin, pas tout mobilisé. Ils ont renforcé l'armée par la conscription, le recrutement et une mobilisation partielle. Et l'Ukraine n'a tout simplement pas la main-d'œuvre nécessaire pour remplacer ou contrer cela. Même si l'on retient l'idée classique selon laquelle une force défensive a un avantage sur une force offensive, que l'attaquant a besoin de 3 à 4 fois plus de soldats que le défenseur. Nous avons largement dépassé ce ratio aujourd'hui. La Russie dispose probablement de 7 à 8 fois plus de main-d'œuvre que l'Ukraine. Larry, l'autre point que Don Jr. a soulevé à Doha, c'est que l'Ukraine ne figure même pas parmi les 10 principales priorités du peuple américain. Tu sais, je ne pense pas que cela ait jamais vraiment été une priorité pour les électeurs. Qu'ils votent démocrates ou républicains, ont-ils déjà considéré l'Ukraine comme une priorité? Se sont-ils déjà souciés de l'Ukraine? Oh oui, en février, mars, avril 2022. Au début, bien sûr. Je veux dire, les gens avaient des drapeaux ukrainiens dans leur jardin, les membres du Congrès portaient des drapeaux ukrainiens à leur revers. Les médias en parlaient sans arrêt. Maintenant, en ce qui concerne les informations sur ce qui se passe en Ukraine, rien. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Ils en ont fait un Fight Club. Quelle est la première règle du Fight Club? On ne parle pas du Fight Club. Et la deuxième règle, on ne parle pas du Fight Club. Et c'est ce que c'est devenu. Nous ne parlons pas de la guerre en Ukraine. À la place, nous parlons de la corruption. Et ce changement de discours me dit que l'administration Trump essaye de trouver une porte de sortie. En rejetant la faute sur les Européens, ils disent simplement « Hey, c'est un conflit européen. Pourquoi devrions-nous nous en mêler? Nous allons les aider, leur vendre toutes les armes qu'ils veulent. » Encore une fois, on revient, on fait de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Tu sais, l'argent, 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 l'argent. Oui, je ne sais pas si tu as vu le panel à Doha. Ils avaient Trita Parsi avec Javad Zarif, l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien vice-président de l'Iran, et une Européenne, je ne me souviens plus de son nom, mais elle a dit que la première priorité pour l'Europe aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Et ils sont très déçus de la position des États-Unis sur l'Ukraine. Qui met l'Ukraine en premier? Pourquoi est-ce la priorité absolue pour l'Europe? Comment le conflit en Ukraine est-il devenu une telle priorité pour eux?
S'ils poursuivent le conflit, est-ce que cela va renforcer leur position ou l'affaiblir? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'économie européenne? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la puissance militaire de l'Europe? Comment cela est-il devenu la priorité de l'Europe? It's completely irrational. C'est complètement irrationnel. Enfin, je veux dire, cela remonte à ceci. Le plan de l'Occident était d'utiliser l'Ukraine comme une sorte de tremplin, une plateforme à partir de laquelle on pourrait s'élancer pour abattre la Russie. Je pense que l'objectif à long terme a toujours été d'assurer le contrôle de la grande richesse et des ressources naturelles de la Russie. C'est ce qui se passait dans les années 1990, lorsque l'économie russe s'effondrait et qu'une véritable tragédie éclatait parmi les Russes. Pendant ce temps, les Européens s'en sortaient plutôt bien. Il y avait des oligarques européens et américains qui s'associaient à des oligarques russes, la plupart d'entre eux juifs. Je veux dire, soyons clairs à ce sujet. On en arrive à ce discours sioniste absurde, mais cela a joué un rôle évident. Et puis, lorsque Poutine a pris le pouvoir, essentiellement propulsé au poste de Premier ministre en août 1989, le 9 août, pour être précis. Et puis, en décembre, ils ont dit « Vous êtes également président ». C'est ainsi qu'a commencé l'ère Poutine. Donc, à partir de 2000, dès le 1er janvier, c'était le début de l'ère Poutine. Et je crois que c'est en juillet 2001 que Poutine a enfin eu cette réunion avec tous les oligarques russes et leur a essentiellement dit « Eh, vous allez arrêter de violer notre pays et vous allez arrêter de le livrer à ces étrangers ». C'était le début des tensions et des frictions autour de l'économie et de l'argent avec les riches européens. Et cela a également marqué un tournant important dans l'économie russe. C'était le début du processus de reconstruction. J'ai parlé à Matt Taibbi l'autre jour, parce qu'il vivait en Russie à cette époque, et il décrivait comment il marchait dans la rue Tverskaya à Moscou. Vous savez, Tverskaya Ulitsa. Il y aurait des corps allongés dans la rue, morts, tu sais, juste des cadavres. Et ce n'était pas seulement des sans-abri endormis. Donc, tout l'objectif de la Russie a été de repousser cet effort européen visant à l'exploiter. Et les Européens n'ont pas encore compris cela. Ils pensent toujours qu'ils ont une chance d'arracher le contrôle de la Russie à Vladimir Poutine et en gros de mettre l'élite européenne aux commandes. Ça n'arrivera pas. J'ai publié sur mon site Sonar 21 hier soir à cause de cette idée selon laquelle ils semblent encore croire qu'ils peuvent vaincre la Russie. J'ai utilisé cet extrait du film Dumb and Dumber, où ce personnage idiot joué par Jim Carrey parle à une belle femme et lui demande, en gros, « Quelles sont mes chances d'avoir une relation ?» Et la femme répond, « Pas bonne. » Et il dit, « Tu dirais que c'est une chance sur 100 ?» Et elle répond, « C'est plutôt une sur 1 million. » Et tu vois le visage de Carrey? Alors j'ai encore une chance. Voilà l'Europe. Ils essayent de faire payer un pari d'une chance sur 1 million. Mais quand on prend du recul et qu'on les observe, on se demande quelle est leur solidité financière. Je soupçonnais la vérité de ce que je vais dire, mais j'ai pu la confirmer. Parmi toutes les nations industrielles du monde, toutes celles qui produisent et fabriquent des biens, et on parle ici des plus grandes économies, celle qui a le ratio dette-PIB le plus bas, ce qui signifie qu'elle n'emprunte pas beaucoup d'argent, qu'elle n'est pas endettée jusqu'au cou, c'est la Russie. Pendant ce temps, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, leur dette augmente rapidement et leur base industrielle se rétrécit. Les fondamentaux économiques sont complètement déséquilibrés. Pourtant, ils passent tout leur temps à parler de la mauvaise situation économique en Russie. Et l'économie russe se porte plutôt bien.
Oui, eh bien, cette année, elle ne croît que de 0,6%, selon les experts occidentaux. Oui, et pourquoi donc? La raison, c'est l'inflation déclenchée lorsque la Russie a intensifié sa production de guerre. L'économie a cru d'environ 4,7% l'année dernière. Elvira Nabiullina, la banquière centrale, avec la permission ou le soutien de Poutine, a fortement relevé les taux d'intérêt pour tenter de calmer l'économie russe. Et ce qui est fascinant, c'est que les gens criaient « Oh, cela nuit à l'économie ». Et c'était vrai, cela a réduit le taux de croissance, l'a volontairement ralenti. Eh bien, la raison en est que la direction russe se souvient que dans les années 1990, il y a eu 2 périodes d'hyperinflation qui ont tout simplement dévasté la population. À cette époque, les gens ne trouvaient pas de travail. Il y avait des professionnels diplômés, même des ouvriers d'usine. Ils ne trouvaient pas d'emploi. Ceux qui en avaient un continuaient à travailler, mais n'étaient pas payés. Et on parle d'enseignants, de militaires, de fonctionnaires. Au moins, ils avaient un emploi, un endroit où aller, avec la promesse d'être peut-être payés un jour. Eh bien, la Russie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec cela. En fait, il y a cette femme un peu folle qui a été interviewée, l'économiste lettonne Elina, celle dont j'ai parlé plus tôt. Elle disait « Oh oui, l'économie russe va mal parce qu'ils n'ont pas assez de travailleurs. Leur taux de chômage est de 2,3%. Waouh! En d'autres termes, il y a plein d'emplois. Il n'y a tout simplement pas assez de gens pour les occuper. Oh oui, c'est terrible. Oui, on préférerait être dans une situation où il n'y a pas d'emploi et où les gens font la queue pour en avoir un. Oui, ce serait mieux. On a juste envie de la secouer et de lui dire « Tais-toi ». Et ensuite, elle dit que les salaires ont augmenté de 20%. Donc si je comprends bien, tu es en train de me dire que l'inflation augmente et pourtant les salaires des gens montent aussi. Donc en gros, ils ont plus d'argent à dépenser, ce qui signifie que l'impact de l'inflation sur une famille est minime. La Russie reconnaît que c'est un problème et prend des mesures correctives. Qu'est-ce que fait l'Occident? Oui, nos économies dépendent du pétrole et du gaz bon marché. Donc, par conséquent, nous allons nous couper de la source de pétrole et de gaz bon marché et nous allons acheter du pétrole et du gaz plus cher, ce qui signifie que les prix vont augmenter de façon spectaculaire, sauf que nos usines partent et s'installent dans des endroits comme les États-Unis et ailleurs. Ce n'est pas une stratégie de victoire. C'est tout simplement insensé. Je veux dire, vous regardez cela, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Quand on a lu l'histoire, on se demande pourquoi les nations prennent certaines décisions. Et avec le recul du temps, on peut se dire, mon Dieu, c'était fou. À quoi pensait-il? Nous vivons l'une de ces époques en ce moment, où les décisions prises en Occident sont irrationnelles. Larry, voici ce que la Turquie et Faisal, l'ancien chef du renseignement saoudien, ont dit à propos d'Israël. Il a déclaré que la plus grande menace pour la région, la véritable menace pour sa stabilité, c'est Israël, et non l'Iran. Je me souviens qu'avant le conflit, avant le 7 octobre, la direction de l'Arabie saoudite considérait l'Iran comme l'un des principaux problèmes de la région. Mais aujourd'hui, le ton a complètement changé. Si l'on regarde de Doha, la nature et le ton des discussions qui s'y déroulent, on le sent, on voit bien qu'il se passe quelque chose d'important. Quelle est ta compréhension d'Israël aujourd'hui, de l'État d'Israël et de ce qui s'est passé pendant la guerre, le génocide à Gaza? Il semble que cela ait complètement transformé l'état d'esprit des peuples et des dirigeants du Moyen-Orient à l'égard d'Israël. Eh bien, l'unité nationale en Israël, appelons-la ainsi, a, je pense, été détruite. Bien qu'il y ait, je crois, un consensus général parmi une majorité d'Israéliens selon lequel ils ne veulent pas d'un État palestinien et souhaitent détruire les Palestiniens,
La fierté nationale qui était autrefois commune à la plupart des Israéliens, presque une arrogance, s'est fracturée. Les divisions sont profondes. On voit même maintenant que Netanyahou a pris certaines mesures pour tenter de réprimer et de punir un secteur de colons. Ainsi, Israël fait face à une division politique importante sur le plan de ses politiques intérieures. L'économie israélienne est maintenue à flot par des gouvernements étrangers, les États-Unis en particulier, qui envoient de l'argent. Prise isolément, il a été considérablement affaibli. C'est donc un chaos qui se poursuit. Et je maintiens que lorsqu'Israël continue d'essayer d'agir militairement, il ne fait que s'imposer une pression croissante. Et vous savez, je veux revenir sur un point que j'ai soulevé la semaine dernière. Quand on regarde le territoire de Gaza, il fait essentiellement 350 km². Les Israéliens l'ont encerclé de tous côtés. Ils ont mobilisé 300 000 soldats. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à vaincre le Hamas dans cette petite zone. En même temps, ils ont lancé des opérations militaires au Liban et en Syrie. Comparez cela à ce qui s'est passé en novembre dernier. La Russie a conquis un territoire 2 fois plus grand que Gaza, et elle n'avait pas 300 000 soldats concentrés dans une seule petite zone. Ils étaient dispersés le long d'une ligne de contact de plus de 1000 miles. Ainsi, Israël continue de vivre sous le mythe selon lequel il peut se battre pour s'en sortir, qu'il peut tuer suffisamment de gens, montrer assez de puissance militaire et en fin de compte l'emporter. Je soutiens que c'est exactement le contraire. Ils ne cessent de se nuire à eux-mêmes. Ils se sont désormais isolés. Et vous savez, les Saoudiens, Trump a toujours parié qu'il pourrait obtenir les accords d'Abraham, ce qui était une idée intelligente. Si vous amenez tous ces Arabes du Golfe à signer, à dire oui, nous allons reconnaître Israël et ne plus le traiter en paria, alors c'était une voie vers la paix. Mais vous savez, ce bateau est parti. Il ne reviendra pas. J'ai juste oublié de te mentionner quelque chose. Je ne sais pas si tu as vu Donald Trump recevoir le prix de la paix, le tout premier prix de la paix décerné par la FIFA. Ouais, j'ai pensé, s'il te plaît, mon Dieu, mec. And Helios. Sarfrapingsmonatisma. Je veux dire, ce type, le président de la FIFA, bon sang, on peut dire qu'il sait lécher les bottes. Mon Dieu. C'était tellement flagrant qu'on avait envie de dire « Hey, vous deux, prenez une chambre, d'accord? Vous ne devriez pas afficher autant d'affection en public. Allez plutôt dans une chambre. » Monsieur le Président, voici votre prix de la paix. Il y a aussi une magnifique médaille pour vous, que vous pouvez porter où vous le souhaitez. Je vais la porter tout de suite. Veuillez accueillir le tout premier lauréat du prix de la paix de la FIFA, le 45e et 47e président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Donald J. Trump. Mr. Donald J. Trump, please. Merci beaucoup. C'est vraiment l'un des plus grands honneurs de ma vie. Et au-delà des récompenses, John et moi en parlions. Nous avons sauvé des millions et des millions de vies. Le Congo en est un exemple. Plus de 10 millions de personnes tuées, et cela se dirigeait très rapidement vers 10 millions de plus. Et simplement, vous savez, le fait que nous ayons pu faire cela, l'Inde, le Pakistan, tant de guerres différentes que nous avons pu mettre fin, dans certains cas un peu avant qu'elles ne commencent, juste avant qu'elles ne commencent. Oui, laissez-moi vous mettre une image en tête qui donnera à tout le monde envie de se laver le cerveau. Donc, Donald Trump est nu sous la douche, portant son prix de la paix. D'accord? Juste bon sang, c'est tellement étrange. Mais vous savez, le niveau d'insécurité affiché est assez remarquable. Et le voilà, Monsieur Roberts.
And there he is, Mr. Roberts. Hello, Larry. Bonjour Larry, comment ça va Paul? Bienvenue Paul, merci. Thank you. Paul, did you see that? Paul, tu as vu ça? La FIFA a inventé un nouveau prix, ils l'appellent le prix de la paix, et ils l'ont décerné à Donald Trump. C'est incroyable. Oui, on regardait ça. Paul, avant cet extrait, on parlait du fait que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu disais qu'Israël est en train de gagner au Moyen-Orient. Ton point de vue était qu'Israël a affaibli l'axe de la résistance et qu'ils sont en train de gagner. En regardant Doha, ce qui s'est passé là-bas, et on a eu l'ancien chef du renseignement saoudien qui disait qu'Israël est la plus grande menace pour le Moyen-Orient. Et je suis content qu'il s'en soit enfin rendu compte. Ouais, tu penses, Paul, après tout, que tu vois encore Israël gagner? Look, I'm not an expert on all of that. Écoutez, je ne suis pas un expert en la matière. J'avais pas besoin de tout savoir car pendant une dizaine d'années ou plus, j'ai travaillé au Center for Strategic and International Studies et mes collègues étaient Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, James R. Schlesinger et l'amiral Moore. Donc j'avais ma propre IA avant que l'IA n'existe. Je m'intéressais surtout aux questions économiques, la délocalisation, la perte d'emploi, la destruction de l'emploi de la classe moyenne, l'effondrement de la mobilité sociale ascendante, l'érosion de la base fiscale dans les villes surendettées et les régimes démocratiques. C'est donc sur cela que je me concentrais. Si j'avais besoin de savoir autre chose, je regardais ce que mes collègues en disaient, car je me disais qu'ils en savaient plus que moi et qu'ils faisaient partie de ce milieu depuis des années. Et Schlesinger était un de mes anciens professeurs. Schlesinger had been one of my former professors, so I don't really know. But what Je ne sais pas vraiment, mais ce que je vois au Moyen-Orient, c'est que nous avons passé 20 ans à détruire des pays arabes qu'Israël considérait comme des obstacles au grand Israël. Et notre destruction de tant de pays arabes et musulmans a inondé le monde occidental de réfugiés. Nous sommes submergés par des gens que nous avons chassés de leur propre pays avec des bombes et tout le reste. Et l'Europe aussi. Et la vraie question est la suivante. Nous sommes-nous finalement détruits nous-mêmes en déplaçant simplement les populations ethniques blanches? Je dirais donc qu'Israël a éliminé tous les opposants possibles, à l'exception de l'Iran. Et l'Iran, bien sûr, n'est pas arabe. Je dirais donc que puisque nous avons détruit les ennemis d'Israël sous le prétexte d'une guerre contre le terrorisme, ils ont pu utiliser l'argent, les vies et les armes américaines pendant 2 décennies ou plus pour se débarrasser des contraintes à l'expansion israélienne. Et maintenant, nous avons Israël dans le sud de la Syrie. Ils disent qu'ils sont là pour rester. Nous avons Israël au Liban. Le Hezbollah a été fortement affaibli parce que la Syrie a été perdue et le flux d'armes vers le Hezbollah doit être limité, ainsi que l'argent. Donc je dirais que je ne sais pas ce qui freine Israël. Personne n'a rien fait à propos de ce qu'ils font à Gaza. Tout le monde a peur de s'y opposer. Il est difficile d'imaginer beaucoup de pays s'en tirer comme Israël s'en tire. Tant que cela continue, quelle est leur limite? Qui les freine? Personne. Les Russes non, Poutine non plus, personne ne les freine. Il n'y a plus d'Arabes à ma connaissance. Les États arabes qui se trouvaient en Libye, en Irak et en Syrie, ils ont disparu. Enfin bref, je ne sais pas vraiment, mais c'est juste l'impression que j'ai. Tant que nous avons encore Larry, j'aimerais lui poser une question. S'il n'y voit pas d'inconvénient. Bien sûr. Je voudrais savoir, Larry, quelle est l'importance de la stratégie nationale de sécurité annuelle? Est-ce un document important? A-t-il une autorité? Je sais qu'il vient de Trump, mais qui le prépare habituellement. Et qu'est-ce que ça signifie? A-t-il une force contraignante? Parce que si c'est le cas, il me semble que Trump a vraiment accompli quelque chose de grand et d'important.
Il a mis les États-Unis et le monde sur une trajectoire différente. Et cela devrait être reconnu. Il devrait en être crédité. Donc je voulais savoir, je me suis dit que tu le saurais, si c'est un document important ou simplement quelque chose que l'on fait par habitude. Something that people do. Well, in fact, Nima and I were talking about Eh bien, oui. En fait, Nima et moi en parlions justement au tout début de notre entretien. I'm not sure who has Je ne suis pas sûr de savoir qui est chargé de la rédaction. Je penserais que ça passerait probablement par le Conseil national du renseignement. Ils avaient autrefois la responsabilité de la rédaction. Et une fois que c'est rédigé, bien sûr, la Defense Intelligence Agency donne son avis, tout comme le Bureau du renseignement et de la recherche du département d'État. Ainsi, toutes les différentes composantes de la communauté du renseignement sont impliquées. Mais il y a aussi une certaine contribution politique. Je pense que celui-ci a reçu beaucoup d'apports d'Elbridge Colby, qui est le secrétaire adjoint à la Défense, ou maintenant le secrétaire adjoint à la guerre. Deputy Secretary of War now. He's the grandson of William Colby, who was director of the CIA. Il est le petit-fils de William Colby, qui fut directeur de la CIA, celui qui a révélé les bijoux de famille en 1966 ou 1968. C'est vraiment un document symbolique. Je dis toujours en plaisantant que c'est l'un des rares cas où le gouvernement des États-Unis sait réellement orthographier le mot « stratégie ». Mais en ce qui concerne la mise en œuvre d'une véritable stratégie, on constate souvent qu'il y a des contradictions. Ce n'est donc pas un document qui dicte la politique. Il a simplement la capacité de dire « Très bien, voici nos priorités ». Et j'ai utilisé cette analogie dès le début. C'est comme un couple qui est ensemble depuis 70 ans, et maintenant les États-Unis, l'un des deux partenaires, viennent dire à l'autre, l'Europe, tu sais quoi, je pense qu'il est temps qu'on voit d'autres personnes. C'est en quelque sorte le début d'un divorce. Mais vous savez, je suis né et j'ai grandi dans le Missouri. Alors il faut me le prouver d'abord. Est-ce que ce ne sont que des mots sur du papier ou est-ce que cela va s'accompagner d'actions? Et c'est ce que je veux savoir. Oui. Et donc, quand on revient en arrière et qu'on examine la stratégie que Trump a mise sur papier en 2017 et celle que Biden a mise en place en 2022 et 2023, elles finissent généralement par n'être que des mots sur du papier qui ne se traduisent pas réellement en politique concrète. Donc, One follow-up question. Une question de suivi. Cela me semble être un document qui constitue en quelque sorte une répudiation de la doctrine Wolfowitz sur l'hégémonie américaine. Alors comment diable un tel document a-t-il pu sortir du gouvernement? J'aurais pensé que les néoconservateurs étaient encore très présents dans les cercles de la politique étrangère américaine, et certainement au sein du département de la guerre et du département d'État. Je me demandais comment Colby avait réussi à faire sortir cela et s'il s'était mis en danger sur le plan professionnel en s'attaquant ainsi à la doctrine de l'hégémonie. Taking on the hegemony doctrine by doing that. j'ai appris d'un de mes premiers superviseurs au département d'État une leçon très importante. Lorsque vous parlez d'une politique particulière, même s'il va y avoir un changement de politique, l'essentiel est de devenir le rédacteur. C'est vous qui rédigez le document. Parce que si vous êtes celui ou celle qui a réellement écrit le document clé sur lequel tout le monde s'appuie, alors vous pouvez contrôler la politique. Je pense que c'est ce que Colby a fait. Je pense que Colby a effectivement pris le contrôle du processus pour en devenir la voix principale. Et vous savez comment fonctionne la bureaucratie. C'est un peu le corollaire de la règle d'or. Ceux qui ont l'or font les règles. Ceux qui tiennent la plume, ceux qui rédigent le document, ce sont eux aussi qui établissent les règles. Maintenant, tu as tout à fait raison de dire que la nouvelle stratégie présentée dans ce document, c'est « Oh mon Dieu, nous sommes en train de divorcer de l'Europe ». Et la communauté néoconservatrice est en ébullition. Les Européens
font une crise. Mais tu sais, voyons ce qu'ils vont réellement faire. Y aura-t-il une véritable substance derrière tout ça? Ou est-ce que ce ne sera qu'un autre document gouvernemental plein de belles envolées rhétoriques? C'est ce que je voulais savoir, oui. Sur ce, je vais me retirer et vous laisser poursuivre la discussion. Attends une minute. I'm going to bow out and leave you guys to have the conversation. I mean, people Wait line a up. minute. It does seem, though, that Il me semble pourtant que c'est encourageant pour les négociations entre Poutine et Trump, car il affirme que nous renonçons à cette doctrine d'hégémonie et que nous voulons réconcilier la Russie avec l'Occident. Cela semble donc laisser entrevoir un espoir pour ces négociations, pour la première fois. Êtes-vous d'accord avec cela? for these negotiations for the Yeah. first time. Yeah. You No. you agree with that? I mean, Yeah. Well, Russia's success. Oui, eh bien, les succès de la Russie sur le champ de bataille provoquent cela. Et au moins, les partisans de Trump reconnaissent maintenant que, d'accord, la fête est finie, il faut se repositionner. Oui, c'est pour ça que vous avez vu Don Jr. à Doha. Il a sorti le bâton et s'en est pris à Zelensky de toutes parts, même si Zelensky n'était pas là en personne. Il ne fait aucun doute que l'équipe Trump ne considère plus Volodymyr Zelensky comme un partenaire avec qui il vaut la peine de rester. Alors, allez, passez une excellente discussion. Hey, so you thank guys have a very great much. conversation. Thank you. Thank All you, right. Larry. Very much. See you. Bye-bye. 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 Goodbye. Merci. How's it Merci going, Larry. Paul? À bientôt. Au revoir. Paul, what is Comment ça va, Paul? important Super. in Paul, selon toi, qu'est-ce qui est important dans ce nouveau document, cette stratégie de sécurité nationale? Tu te souviens que pendant l'administration Biden, on parlait d'autocratie et de démocratie. Et maintenant, le ton, comme tu l'as mentionné, a complètement changé. En quoi ça va-t-il être utile s'il décide réellement de mettre en œuvre ce dont il parle dans ce document? Implement what they're talking about in this document. It gets us off the path to nuclear war. Eh bien, cela nous éloigne du chemin menant à la guerre nucléaire. Vous savez, on ne peut pas rester éternellement en conflit avec une puissance militaire comme la Russie, continuer à provoquer, attaquer et créer toutes sortes de difficultés sans que la situation finisse par devenir incontrôlable. Et donc, comme je l'ai dit dans mon article de ce matin, si nous pouvons prendre ce document au sérieux, alors l'Union des scientifiques atomiques pourra reculer l'aiguille de l'horloge de l'apocalypse, qui, je crois, n'est plus qu'à 1 ou 2 secondes de minuit. Il pourrait la reculer de quelques heures. Ce serait un immense accomplissement si nous pouvions enfin quitter cette voie menant à la guerre nucléaire sur laquelle nous sommes engagés depuis la déclaration de la doctrine Wolfowitz. Ever since the Wolfowitz doctrine was declared. And so, by abandoning this Ainsi, en abandonnant ce document belliqueux d'hégémonie, ou cette politique d'hégémonie, nous avons changé le cours du monde. Et Trump met l'accent sur la compétitivité économique entre les nations, et renonce à cette prétention selon laquelle nous pourrions envahir tout le monde pour apporter la démocratie, bombarder des pays pour apporter la démocratie et renverser des gouvernements pour apporter la démocratie. C'est donc un abandon de la politique néoconservatrice en place depuis, je crois, 1991. Je considère cela comme un changement immense, si cela signifie quelque chose. C'est pourquoi je voulais interroger Larry, car il y prête plus d'attention et que cela correspond davantage à son expérience. it's more in line with his experience. Like I say, I didn't have to know. I had colleagues I could ask. Et comme je l'ai dit, je n'avais pas besoin de savoir. J'avais des collègues à qui je pouvais demander. Je vois d'autres choses très importantes là-dedans. Il rejette tout le processus DI. Il dit que si nous n'avons pas de nomination et d'emploi fondés sur le mérite, nous serons dépassés par les pays qui en ont. Et il a raison. Nous sommes en train d'être dépassés. J'ai aussi pensé que c'était une affirmation selon laquelle il est légitime d'avoir des nationalités ethniques. On n'a pas besoin d'être une tour de Babel pour être justifié. J'ai trouvé cela très important. Il parlait de la santé culturelle et spirituelle du monde occidental. Et voir ce genre de points mis en avant dans une stratégie de sécurité nationale, j'ai trouvé cela incroyable. Brought out in a national security strategy, I thought was amazing.
That's an extremely important development that Et c'est un développement extrêmement important. Le fait que nous n'ayons pas besoin d'être une sorte de tour de Babel multiculturel pour être légitime. Le nationalisme est légitime. En réalité, c'est la seule manière d'avoir un pays, car la tour de Babel n'est pas un pays. Il n'y a pas d'intérêt commun, pas de moyen d'avoir une loi commune. Nous le voyons dans des pays où la population a changé de manière spectaculaire. Aujourd'hui, un grand nombre de musulmans imposent la charia, et nous voyons des tribunaux être acceptés qui statuent sur cette base, même si ce n'est pas la loi du pays. Ainsi, lorsque le document parle de la civilisation européenne en train d'être effacée, c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Cela m'a frappé quand j'ai entendu dire que dans 20 ans ou moins, l'Europe serait méconnaissable. Eh bien, cela signifie la fin de l'OTAN. Comment peut-on avoir l'OTAN quand on n'a pas de nation, quand on n'a pas d'unité entre les nations? On se retrouve avec une collection de quoi? Des tours de Babel multiculturelles. Ce ne sont pas des pays. Donc si ce processus continue avec les Américains qui interviennent, bombardent des pays et poussent toutes les populations vers les États-Unis et vers l'Europe, ces pays, tous ces pays, disparaîtront tout simplement. Il n'y aura plus de monde occidental, il n'y aura plus d'États-Unis. Je veux dire, regardez simplement toute la publicité qui sort maintenant à propos des Somaliens dans le Minnesota. Les scandales extraordinaires, la corruption, la manière dont ils pillent les systèmes de paiement fédéraux et envoient l'argent à l'étranger vers des terroristes, tout cela fait désormais la une des journaux. Minneapolis, une seule ville. Le régime Biden y a installé 80 000 Somaliens, prenant pratiquement le contrôle. Que cela soit resté inaperçu si longtemps et que personne n'ose en parler parce qu'on vous traitera de raciste ou autre, ou de nationaliste, ce qui aujourd'hui signifie nazi. Si vous croyez en un gouvernement national, cela veut dire que vous êtes un nazi. Voilà comment ils ont déformé les termes. Eh bien, ce document sur la sécurité nationale aborde ces problèmes de manière réaliste et les reconnaît. Ce sont des menaces bien plus graves pour l'Occident que la Russie, la Chine, l'Iran ou toutes les autres excuses qu'ils inventent pour justifier des armements massifs, dépenses dont ils tirent toutes sortes de commissions tout en jouissant d'une impunité totale. Chaque fois qu'on est confronté à une menace, il suffit d'invoquer la sécurité nationale pour dissimuler toute information. Il n'est plus nécessaire de rien divulguer. Et le système ne veut tout simplement pas renoncer à cette protection extraordinaire. Mais si vous n'avez pas de menace et que vous agissez illégalement ou de manière incompétente, il devient difficile de dire « Oh, c'est une question de sécurité nationale ». Mais qu'est-ce que la nation? Qui est la menace? Se débarrasser des menaces n'est donc pas pratique pour les forces puissantes et institutionnalisées qui exploitent ce prétexte depuis tant de décennies. Voilà donc mon point de vue sur la question. Paul, quand tu as mentionné les immigrés, ces personnes qui ne font pas partie de la culture dominante d'un pays, qui vont là-bas et veulent apporter une sorte de changement. Mais après tout, regarde, tu as parlé de la Somalie. Regarde la Somalie, la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Ces pays ont été détruits, pillés. Tu sais, en Syrie, avant la chute d'Assad, qui volait le pétrole syrien et l'envoyait où? Aux États-Unis, bien sûr. Voilà le problème, Paul. Voilà le problème. La cause profonde de tous ces problèmes que tu as mentionnés, c'est que les gens n'ont pas les conditions nécessaires pour vivre dans leur propre pays. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que nous y étions allés, que nous avions bombardé tout le monde et créé des flots de réfugiés. C'est donc une politique qui finit par se retourner contre nous et nous détruire. Nous n'aurions pas dû faire cela. Nous l'avons fait pour Israël.
Vous voyez, les gens ne comprennent pas vraiment le véritable coût pour les États-Unis de servir Israël. Et ce coût, c'est que cela a inondé tout le monde occidental, l'Europe, les États-Unis, le Canada, de personnes qui ne sont pas assimilées. Et elles sont si nombreuses qu'elles peuvent exister sans avoir besoin de s'assimiler. Elles viennent de pays où la corruption est la norme. C'est ce qu'elles connaissent. Et c'est ce que nous voyons se dérouler à Minneapolis. Nous voyons ces éléments exploiter les programmes fédéraux et l'argent quitte le pays dans des valises, de l'argent liquide dans des valises pour aller à des terroristes à l'étranger. Alors, quand un pays s'inflige cela à lui-même et à ses alliés, je veux dire, c'est complètement stupide. Et qui en a profité? Israël. Et qui en paie le prix? Toute l'Europe et les États-Unis. Et on ne peut pas dire ça, c'est de l'antisémitisme. Donc on ne peut pas dire la vérité. Tout le monde a peur d'en parler. On ne peut pas discuter de ce qui se passe réellement. Eh bien, si on ne peut pas discuter de ce qui se passe réellement, alors on ne sait pas ce qui se passe. Et on ne sait même pas ce qui va nous arriver ensuite. Donc vous savez, il n'est pas nécessaire de trouver des excuses pour ces réfugiés qui ont besoin d'un endroit où aller, mais il aurait été bien mieux, moins coûteux et sans menace pour les nationalités en Europe et aux États-Unis, de les garder là-bas et de reconstruire le pays que vous avez détruit. Le coût des systèmes de protection sociale pour soutenir ces millions de réfugiés est énorme, vraiment énorme. Il aurait été moins cher d'utiliser cet argent pour reconstruire leur pays et d'employer la main-d'œuvre de ces personnes pour les rebâtir afin qu'elles soient payées à de bons salaires. C'est ce qu'il aurait fallu faire, pas simplement supprimer toutes les frontières et se laisser submerger. Mais cela s'est produit à cause de la gauche libérale. La gauche libérale attaque la civilisation occidentale depuis longtemps. Et en gros, si vous allez à l'université depuis l'époque où j'y étais, on vous apprend simplement que l'Occident est mauvais et doit être remplacé. Voilà, c'est l'histoire qu'on raconte. Ainsi, tout cet afflux de populations étrangères fait simplement partie du remplacement des prétendues nations maléfiques, suprémacistes blanches, racistes et exploiteuses, qui seraient censées devoir être remplacées. Il n'y a donc eu aucune opposition intellectuelle ou idéologique à l'envahissement des pays occidentaux. Et sans opposition, personne n'a jamais songé à se demander pourquoi ne pas simplement reconstruire les pays que nous avons stupidement et méchamment détruits. C'est ce qu'il aurait fallu faire, et cela aurait coûté moins cher. Pensez à toutes les factures que les contribuables déjà sous pression à travers l'Europe et les États-Unis paient pour loger des gens dans des hôtels, leur fournir des soins médicaux, leur donner des cartes de débit avec de l'argent dessus, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. C'est une dépense sans fin, et maintenant les scandales commencent à éclater. Paul, crois-tu vraiment que les libéraux sont de gauche ou des gauchistes? Je ne vois pas ça. Je ne le vois pas. Oui, ils le sont. Moi, je vois un mélange de tout, tu sais, droite-gauche. Et tu sais, les libéraux ne sont ni de gauche ni de droite. Ils sont quelque part au centre. Et ils ont tout entre leurs mains. Les libéraux sont... La gauche n'est pas au pouvoir, Paul. Nous savons que la droite non plus n'est pas au pouvoir. Ni l'un ni l'autre. Je n'ai jamais vu la gauche au pouvoir aux États-Unis. Ni la droite. Je ne vois pas les gens qui ont voté pour Donald Trump comme étant au pouvoir. Écoutez, beaucoup de professeurs libéraux ont écrit « Il y a eu un article il n'y a pas si longtemps dans Chronicles que nous n'avions pas compris le danger venant de la gauche. Nous les voyions simplement comme apportant de nouvelles idées. Et cela nous intéressait parce que nous faisions la même chose depuis longtemps. Nous pensions que quelques idées nouvelles enrichiraient l'endroit.
Nous les avons laissés entrer et nous avons été naïfs, car ils ont pris le contrôle et nous ont évincés. Je suis certain qu'ils contrôlent totalement les universités et la gauche. En ce qui concerne les idées qui se sont imposées, que les Blancs sont racistes et que la civilisation occidentale est mauvaise et perverse. Cela a été institutionnalisé dans l'enseignement depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. For as long as I can remember. I remember when I was at Stanford. Je me souviens que lorsque j'étais à l'université de Stanford, deux de mes collègues de la Hoover Institution, Louis Gann et, j'oublie le nom de l'autre pour le moment, ont écrit un livre intitulé Burden of Empire. C'était une tentative de contrer l'argument dominant selon lequel tout ce que les Blancs avaient jamais fait en dehors de leur propre pays était motivé par les pires intentions, et ainsi de suite. Ils disaient en réalité qu'il n'y avait jamais eu de politique de ce genre, que les empires étaient à bien des égards des accidents, le produit d'individus et d'entreprises privées. Comme l'Inde, par exemple, elle a été conquise par une entreprise privée. Ce n'étaient pas des projets d'État, et attribuer toutes ces politiques à une sorte de plan visant à opprimer les personnes à la peau foncée est absurde. C'était vers 1970, donc il y a environ 55 ans. Ils estimaient devoir défendre la vérité sur ce qu'avait réellement été l'expérience coloniale. Et bien sûr, ils ont été diabolisés. Cela dure depuis longtemps. So it's been like that for a long time. In my opinion, Comment est-ce que, à mon avis, que se passe-t-il aux États-Unis? Qui va bénéficier de ces immigrants? Ce sont une main-d'œuvre bon marché pour les oligarques aux États-Unis, pour les grandes entreprises. Paul, l'un des sujets les plus importants, l'un des plus grands problèmes aux États-Unis aujourd'hui, la situation dans le pays et l'économie, c'est la manière dont tous ces emplois ont été délocalisés en Chine. Qui a fait cela? C'est la gauche. Penses-tu vraiment qu'il existe encore une gauche et une droite, après tout? Je ne vois pas de gauche ni de droite, Paul. Je ne vois pas cela. Parce que regarde la situation, tu as mentionné Israël. Il y a des gens, tu sais, des progressistes et des partisans de MAGA. Ils sont pour la plupart unis dans leur façon de penser à propos de la politique au Moyen-Orient. Mais qui se soucie de ces gens? C'est pourquoi je ne vois pas en quoi diviser les gens entre gauche et droite va aider à apporter une quelconque logique dans la gestion des problèmes aux États-Unis. Nous avons ce complexe militaro-industriel aux États-Unis, main dans la main avec Wall Street et les oligarques. Ils font tout, s'engager dans des conflits militaro-industriels, mener des guerres en dehors des États-Unis. En gros, ils sont derrière chaque guerre à l'étranger. Et les personnes qui arrivent aux États-Unis servent surtout de main-d'œuvre bon marché pour les oligarques. Ne penses-tu pas que c'est ce qui se passe aux États-Unis? Don't you think that's happening in the United States? No, that's not the case. Non, ce n'est pas le cas. Les oligarques n'ont pas besoin, voyons voir, combien de personnes ont été admises pendant les 4 années de Biden. Était-ce 14 millions? 14 millions de personnes. Et les oligarques n'ont aucun besoin de 14 millions. Il n'y a eu aucune croissance des emplois manufacturiers aux États-Unis depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Partout, la main-d'œuvre est licenciée. Elle est à peine présente dans l'agriculture, sauf pour les fruits et légumes qu'il faut cueillir. Mais maintenant, ils utilisent essentiellement des machines. Non, c'est une affirmation fausse, avancée dans le but d'affaiblir les populations fondées sur l'origine ethnique. Quant aux oligarques, eh bien, ces gens existent, mais ils ne sont pas unis. Chaque industrie a ses propres oligarques, et dans certains cas, les industries sont unies derrière une politique. Some cases, industries are united behind the policy. In other cases, they're opposed to each other. Dans d'autres cas, ils s'opposent les uns aux autres sur une politique donnée. Il n'existe donc pas une organisation d'oligarques qui dicte toutes les décisions. Ils exercent leur influence par leur contribution politique et leur pouvoir sur tel sénateur, tel autre, ses membres du Congrès, et ainsi de suite.
et ils créent toutes sortes de situations de portes tournantes possibles entre leurs propres entreprises et les agences fédérales de régulation, comme l'industrie pharmaceutique. Cette dernière a contrôlé la Food and Drug Administration, le CDC et le NIH pendant des années. Ils les ont complètement dominés. Ainsi, ces agences de régulation censées protéger le public ont fini par devenir des agents de marketing pour les produits de l'industrie pharmaceutique. Et vous voyez comment l'influence de Big Pharma s'étend de la même manière aux écoles de médecine et aux revues médicales, parce qu'ils financent la recherche. Il faut donc le voir sous cet angle. Il n'y a pas une organisation d'oligarques qui tire les ficelles. La délocalisation des emplois, ça a été imposé par Wall Street parce qu'ils voulaient plus de profit. Ils disaient à une entreprise manufacturière, « Vous devez vous aligner sur le prix chinois. » Et c'était leur façon de dire, « Vous devez réduire vos coûts de main-d'œuvre au niveau chinois. » Le seul moyen d'y parvenir était de licencier votre personnel, de fermer vos installations aux États-Unis, de les construire en Chine et d'embaucher de la main-d'œuvre chinoise. À une époque, la différence de salaire était spectaculaire et cela générait une rentabilité énorme. Bien sûr, cela plaisait aussi aux dirigeants d'entreprise, car le Congrès avait imposé une limite au montant qu'on pouvait verser à un cadre, tout en considérant ce salaire comme une dépense professionnelle. On ne pouvait pas leur verser plus d'1 million de dollars, sauf si c'était lié à la performance. Ensuite, ils ont reçu des primes extraordinaires, plusieurs fois supérieures à leur salaire. Et que signifiait lié à la performance? Cela voulait dire que vous aviez augmenté les bénéfices. Ainsi, tout a commencé à tourner autour de la performance, l'augmentation des profits. Nous avons perdu une main-d'œuvre industrielle, nous avons perdu les syndicats industriels qui assuraient autrefois un équilibre politique, et ainsi de suite. Je pourrais en parler longuement. J'ai écrit un livre et une grande partie de cela s'y trouve. Donc, pour revenir à votre point sur le fait que la gauche n'aurait aucune influence et que les libéraux ne seraient pas vraiment de gauche, eh bien, je dirais que dans 90% des cas, les libéraux s'alignent avec la gauche contre la droite. Ils s'alignent très rarement avec la droite. Ce sont les libéraux qui ont mal compris les intentions de la gauche et qui les ont laissés prendre le contrôle de l'éducation. Aujourd'hui, les facultés de droit enseignent aux étudiants que la Constitution est un obstacle au progrès et que leur rôle en tant qu'avocat est d'utiliser la loi comme une arme pour révolutionner la société. C'est ce qu'on leur enseigne. Nous voyons la même chose dans les écoles de journalisme. On leur dit que leur travail n'est pas de rapporter les faits de manière objective, mais de créer des récits qui contribuent à restructurer la société, presque comme s'ils construisaient une nouvelle tour de Babel. Alors voilà ce qu'ils font. Je veux dire, c'est pour ça que nous n'avons plus de véritables médias. Nous avons des gens qui nous racontent des récits, et ces récits sont toujours dirigés contre l'Occident, contre la civilisation occidentale. On le voit partout, et maintenant c'est même évident dans la stratégie de sécurité nationale. Ils reconnaissent que cela dure depuis longtemps et que c'est une menace. On ne peut pas exister en tant que pays si tout le système d'acculturation enseigne la culpabilité et détruit la confiance en soi. Une fois que cette confiance est partie et que l'on est rempli de culpabilité, comment peut-on avoir un pays? On ne peut pas. On n'a plus de fierté. Si l'on n'a aucune fierté dans ses réalisations et qu'on a perdu le respect de soi parce qu'on nous dit qu'on est un raciste blanc et un exploiteur, le pays est perdu. Cette attaque dure depuis des décennies. Et de quoi les conservateurs s'inquiétaient-ils? Oh, la menace soviétique. Elle était minuscule comparée à la menace interne venant de la gauche.
Et les universités d'aujourd'hui n'ont aucun rapport avec celles où j'ai enseigné. Je ne mettrai pas les pieds dans une université aujourd'hui. Il n'y a rien qui pourrait me pousser à m'approcher d'une université américaine ou britannique. Elles n'ont absolument rien à voir avec la vérité ou la recherche. Je ne pense même plus que la recherche existe. Tout n'est qu'un récit au service d'un programme, et ce programme est anti-civilisation occidentale. C'est le programme dominant dans les universités de l'Occident. J'ai écrit tant d'articles le montrant, exemple après exemple. Il n'y a aucun doute là-dessus. La meilleure publication imprimée aux États-Unis est City Journal. Paul, si c'est le cas, qui fait ça? Qui est derrière tout ça? C'est une conséquence de la structure des idées. C'est une histoire très longue et compliquée. Je ne tenterai pas sur le moment de te l'expliquer maintenant, mais c'est le résultat de la manière dont certaines idées de la tradition occidentale se sont développées. Cela ne veut pas dire qu'il existe un groupe organisé quelque part qui la contrôle ou appuie sur des boutons. Cela fonctionne de soi-même. C'est simplement la conséquence, le résultat logique d'un ensemble d'idées au fur et à mesure de leur évolution. C'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Je n'ai pas donné de conférence à ce sujet depuis longtemps. Il me faudrait me préparer et trouver comment l'expliquer à des gens qui, autrement, n'auraient aucune idée de ce dont je parle. C'est un travail intellectuel considérable et le public pour cela est restreint. Donc, si vous ne pensez pas que l'Occident est attaqué, il y a beaucoup de choses que je ne vois pas comment vous pouvez expliquer. Vous savez, pourquoi avons-nous des démocrates de gauche et des États bleus organisés pour empêcher le gouvernement fédéral d'expulser les immigrés illégaux? Ils vont même jusqu'à recourir à la violence pour l'empêcher. Ils adoptent des lois pour le bloquer. Ainsi, vous avez ici des responsables démocrates élus au niveau local et étatique qui prennent le parti de personnes ayant pénétré illégalement aux États-Unis contre le gouvernement des États-Unis. Les démocrates se rangent du côté de ceux qui ont enfreint la loi, sont entrés illégalement et se battent pour eux, contre le gouvernement fédéral. Comment cela se produit-il? C'est une insurrection et rien ne peut être fait à ce sujet. Pourquoi? À cause de la force de la gauche libérale. Il n'y a aucun soutien dans les médias pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Il n'y a aucun soutien parmi les intellectuels pour agir non plus. Clairement, le Parti démocrate a gagné. Pourquoi? Parce qu'ils ont été endoctrinés pendant un demi-siècle à croire que les Blancs sont mauvais et que le racisme existera tant que les Blancs existeront. Et donc, il faut les remplacer. C'est leur politique. C'est ce qu'ils font et ce qu'ils ont toujours fait. Regardez l'énorme opposition à Trump pendant son premier mandat à la construction d'un mur. Il n'a même pas pu obtenir un mur. Il est président des États-Unis et il ne peut même pas obtenir du Congrès qu'il fournisse l'argent pour construire un mur afin que nous ayons une frontière. Maintenant, quel autre pays permet cela? L'Iran autorise-t-il tous les habitants de Syrie, d'Irak et de Libye? En fait, ils ont fait ça à l'Iran, Paul, pour être honnête. L'Iran leur permet-il d'entrer? Ils ont fait ça à l'Iran, Paul. Ils ont fait ça à l'Iran. L'une des attaques israéliennes contre l'Iran a en fait été aidée d'une certaine manière par ces immigrés. Des immigrés sans papier en Iran. Ils avaient préparé ces gens. Ils ont construit un réseau en Iran pour faciliter ce qu'ils essayaient de faire, ces attaques terroristes contre l'Iran, avant, tu sais, pendant la guerre de 12 jours contre l'Iran. Ils font ça partout, Paul. Posons une question. Pourquoi Israël est tellement opposé à l'Iran?
Parce que le seul pays qui existe vraiment dans cette région, à mon avis, enfin nous avons deux pays importants d'ailleurs, ce sont la Turquie et l'Iran. La Turquie ne pose pas tant de problèmes à Israël, car elle essaye de négocier, elle essaye de dialoguer avec les Israéliens lorsqu'il s'agit de Gaza et de la Palestine. Mais l'Iran, lui, ne négocie pas. L'Iran ne veut pas le faire. Vous savez, la politique officielle de l'Iran est de soutenir les Palestiniens. Ils ne vont pas faire de compromis, ni coopérer sur ce sujet. Ils ne veulent pas laisser Israël capturer et dominer la région. C'est le point essentiel pour les Iraniens, même à Doha. Et on peut voir que le ton a quelque peu changé, Paul. Vous savez, même les Arabes, vous avez mentionné les Arabes, l'Arabie Saoudite en parle, le Qatar en parle, mais sans l'Iran. Qatar is talking about, without Iran, they feel it because they were attacked. Ils le ressentent parce qu'ils ont été attaqués. Vous savez, quand ils voient Israël, après un cessez-le-feu, attaquer le Liban et la Syrie étant la nouvelle cible. Vous savez, le HTS a été placé en Syrie par la CIA. Et après tout cela, ils continuent d'attaquer la Syrie. Vous savez, dans le cas de Gaza, dans le cas de la Cisjordanie, ce n'est pas de leur faute. Israël essaie d'une certaine manière de manipuler toute la région, et il n'y a aucune force pour s'opposer à ce qu'ils font, à part l'Iran. C'est ça le problème avec l'Iran. Je ne vois aucune autre raison, car pendant très longtemps, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de bonnes relations entre l'Iran et les États-Unis. Quel est le problème? Je pense que les deux parties bénéficieraient d'une sorte d'accord au Moyen-Orient. Et la seule raison pour laquelle tout se ramène à l'Iran, c'est Israël. Rien de plus. Eh bien, le lobby israélien est bien puissant ce soir evening. Iran. So, C'est exact. you see, the Israelis have no Vous voyez, les Israéliens n'ont aucun problème à agir dans leur propre intérêt. you can't On ne peut pas faire les mêmes types de remarques sur les Israéliens que sur la civilisation occidentale, car cela serait qualifié d'antisémite. En revanche, on peut dire tout ce qu'on veut sur les Blancs, sans conséquence. Il n'y a aucun risque d'être discrédité comme haineux ou quoi que ce soit de ce genre. C'est donc la chasse ouverte aux Blancs et à la civilisation blanche. Non, alors qu'on ne peut même pas critiquer Israël pour un génocide. Et nous nous retrouvons avec ce genre de situation qui paralyse la civilisation occidentale. Un Blanc ne peut même pas se défendre contre une accusation, car cela seul prouve qu'il est raciste. himself against some charge because that proves he's a racist. So when you have Ainsi, lorsque ce qui fut autrefois la partie la plus importante du monde est affaibli, au point de ne même plus pouvoir se défendre sans être insulté, on comprend comment les idées peuvent vous détruire encore plus efficacement qu'une conquête militaire. Je ne sais pas exactement comment j'en suis arrivé là, mais autant que je puisse en juger, à bien des égards, les libéraux sont déplacés. Et si l'on regarde les envahisseurs immigrés, qui servent désormais comme membres démocrates du Congrès, comme procureurs, juges et dans les gouvernements des États et locaux, ils sont très affirmés. Dans une situation normale, ils se comporteraient de manière scandaleuse, et pourtant, rien n'est fait pour les sanctionner. they behave outrageously, and yet nothing is done to discipline them. No white person could behave that way in those offices. Aucun Blanc So ne pourrait se comporter de cette manière dans ces bureaux. gaining power quickly. On voit donc qu'ils gagnent rapidement du pouvoir, qu'ils en acquièrent rapidement. Et c'est un pouvoir hostile aux pays hôtes, et cela devrait être reconnu. Les gens devraient en être conscients. Il devrait exister un moyen de reconnaître que cela existe et que c'est une menace. Et pourtant, on n'en parle pas. Mais Trump, dans sa stratégie de sécurité nationale, évoque l'effacement de la civilisation occidentale, l'Europe qui est tout simplement en train d'être effacée. Et bien sûr, c'est ce que le romancier français Jean Raspail avait clairement annoncé dans son livre de 1973, Le camp des saints. Il dit que l'Occident est fini, qu'il est perdu, que ce n'est qu'une question de temps. The West is finished. It's gone. It's just a matter of time. And
it certainly looks like he was right. Et il semble bien qu'il ait eu raison. Mais en attendant, peut-être que toi et Larry avez épuisé la stratégie de sécurité nationale de Trump, je ne sais pas. Mais cela me paraît encourageant si cela a une quelconque influence. En d'autres termes, si cela se traduit par les soi-disant négociations de paix sur l'Ukraine entre Poutine et Trump, cela implique que Trump verra l'attrait des propositions de Poutine et que c'est ainsi qu'il faut y mettre fin, conformément à la stratégie de sécurité nationale de Trump. Mais qui sait? Comme nous l'avons souvent dit, les présidents ne sont pas si puissants. Il faut un mouvement. Et la question est de savoir à quel point le gouvernement de Trump serait engagé dans cette stratégie. To the strategy would Trump's government be? That's why I was asking Larry where did it come from. C'est pourquoi je demandais à Larry d'où cela vient. Eh bien, si tu regardes simplement les livres publiés, les articles écrits, les programmes universitaires, tu ne trouves pas d'affirmation positive sur la civilisation occidentale. Tu n'en trouves tout simplement pas. Elles ont disparu. Tu trouves White Fragility, et la personne qui a écrit ce livre en a maintenant publié un autre sur le racisme gentil, affirmant que même les démocrates progressistes sont racistes, mais qu'ils essayent de le dissimuler sous des formes aimables. En d'autres termes, il n'y a rien qu'une personne blanche puisse faire pour ne pas être coupable de racisme. Et cette idée a complètement pris le contrôle de la gauche libérale. Complètement. C'est leur idée, et tout en découle. Everything reflects it. So the effect is to, Ainsi, l'effet est de détruire la confiance des personnes blanches. Et avec le temps, elles se retrouvent en quelque sorte rétrogradées. Elles n'ont plus les mêmes protections devant la loi. Écoutez, l'autre jour encore, un immigrant envahisseur qui avait poignardé un homme à plusieurs reprises dans un train a été arrêté pour je ne sais plus quelle accusation, tentative de meurtre ou quelque chose du genre, et traduit en justice. Il n'y avait aucun doute sur les preuves. Toutes les caméras de surveillance l'ont montré. L'homme poignardé n'avait rien fait. Il était blanc. Le type noir qui l'a poignardé l'a clairement fait, sans provocation. Juste une autre personne dérangée. La vie semble continuer ainsi sans cesse, jour après jour dans les trains et le métro. day after day on the trains and subways. And the jury let the guy go because after the... Et le jury a laissé partir le type parce que après que l'homme blanc a été poignardé de cette manière, il a utilisé le mot commençant par N. Il a traité l'homme qu'il avait poignardé avec ce mot, le mot interdit. Donc le fait qu'il ait réagi après avoir été poignardé en utilisant ce mot, le jury blanc a jugé cela inacceptable. Et ils l'ont donc relâché, ils ont déclaré le poignardeur non coupable. Cela s'est réellement produit, tout récemment. Eh bien, qu'est-ce que ça vous dit? Cela montre que nous développons un système de justice à plusieurs vitesses. Il n'y a plus d'égalité devant la loi. Il existe désormais un système judiciaire différent selon la race, selon le genre revendiqué. Par exemple, si un homme affirme être une femme, alors le système l'impose dans les espaces réservés à l'intimité féminine. Il a accès à leurs toilettes, à leurs douches, à leurs équipes sportives. Si je déclarais être une femme, j'aurais ce même accès. Mais si je suis un homme et que je ne le déclare pas, je ne l'ai pas. Ce n'est donc pas l'égalité devant la loi. Les exemples de ce type sont innombrables. Vos droits dépendent de votre orientation sexuelle déclarée, de votre genre déclaré, de votre race. On peut discriminer les personnes blanches dans les admissions universitaires, dans l'emploi et les promotions, mais on ne peut pas discriminer les personnes noires sur ces bases. On peut discriminer les hommes sur ces bases, mais pas les femmes. Ainsi, toute la notion d'un système juridique dans lequel chacun vit de manière égale est en train d'être effacée. Under which everyone lives equally is being erased. And the law schools are in favor of it and are. Et les facultés de droit sont en faveur de cela et montrent l'exemple. Alors on en arrive au point, Nima, où la question est,
La civilisation occidentale existe-t-elle encore? Car l'un des attributs de la civilisation occidentale est l'égalité devant la loi. Et pourtant, qui l'efface? La gauche libérale blanche. C'est effacé. On peut regarder chaque institution associée à la civilisation occidentale et elle est en train d'être effacée. Aucune n'est construite. Elles sont toutes effacées. La fonction des médias n'est pas de dire la vérité. En fait, dire la vérité peut être blessant. Cela peut être offensant. Si l'on ne peut pas dire la vérité, comment peut-on avoir la justice? Si l'on ne peut pas avoir la justice, que nous reste-t-il? C'est donc une chose très grave. Cela n'a rien à voir avec des oligarques qui voudraient que les gens travaillent ou que d'autres viennent. Écoutez, je viens de lire un article aujourd'hui de Jeffries et il dit « Je suis un homme blanc. Comment puis-je trouver un emploi ?» Il faut le lire. Il explique on ne peut pas trouver de travail, on ne peut même pas obtenir un entretien. Il a dit qu'est-ce que c'est que ce discours sur personne ne veut travailler? Tout cela est inventé. Ils inventent des choses pour ne pas avoir à affronter le vrai problème. Alors, eh bien, ils disent que les Blancs ne veulent pas travailler. Donc, il faut toutes ces... C'est juste. Pourquoi ne travaillent-ils pas? Eh bien, parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'emploi. Vous savez, ils n'aiment pas vivre dans le sous-sol de leurs parents à 30 ans. Donc, je pense que nous devons comprendre que toute la structure de la civilisation occidentale est extrêmement fragile en ce moment et qu'elle semble devenir plus fragile chaque jour. And it seems like it's made more fragile every day. Yeah. Oui, merci beaucoup, Paul. Great. Grand plaisir, comme toujours. C'est ta faute, tu m'as provoqué. You provoked me. Yeah, I think we have to Non, understand je that pense que nous devons comprendre. Nous devons nous parler. it doesn't Après tout, nous n'avons pas besoin d'être d'accord, mais nous devons nous comprendre. but we have to Nous devons nous understand parler. that we have to C'est important, à mon avis. It's important, in my opinion. Yeah, you perform Oui, thanks. Vous remplissez une fonction très importante et j'ai hâte d'y participer. J'aime être provoqué. Cela me pousse à réfléchir à des choses auxquelles je n'avais pas pensé parce que j'étais concentré sur autre chose. something about something else. Yeah. Oui, merci beaucoup, Paul. See Thank you you. soon. Ici, à bientôt. Au revoir, Amer Isdepli. Et je vais l'envoyer de toute façon. D'accord. Au revoir, mon ami. Goodbye. Au revoir.